Bonjour. Et je remercie beaucoup à M. Christian Tremblay de m'avoir invité à participer et à partager avec vous ces moments extraordinaires. Je vous parlerai sur le plurilinguisme. Et la créativité scientifique. D'une certaine manière, ce sujet rejoint ce qui était dit avant moi. La biogénétique a démontré que le langage est inséré dans notre code génétique. Vous savez bien que l'ADN fonctionne comme des codes de langage. Ceci a été confirmé par des génétistes russes vers la fin du siècle dernier. L'imagerie cérébrale a vérifié qu'un bébé qui ne parlait pas encore reconnaît cependant les voix et distingue l'accentuation de certaines syllabes, l'intensité, voire la durée des sons articulés. Dans le cerveau d'un enfant de 2 ans seulement, 5000 synapses sont formées par seconde. La plasticité du cerveau montre son aptitude fonctionnelle au plurilinguisme. L'histoire des langues qui font partie de l'Union européenne révèle que leur structure permet de développer un dynamisme linguistique qui témoigne de son pouvoir créatif, non seulement littéraire et philosophique, mais encore scientifique. Par conséquent, contraindre à exprimer dans une seule langue la recherche, les échanges et publications scientifiques encourt le risque de restreindre les progrès des connaissances. Depuis bien des années, vous savez très bien que les revues scientifiques publiées en anglais ou les interventions dans les colloques se développent en anglais, même si les scientifiques qui présentent leurs articles ou qui participent au symposium ne font partie du monde anglo-saxon. À quelques exceptions près, la plupart des rencontres scientifiques, bien qu'il ait lieu en France, en Allemagne, en Italie, etc., se développent en anglais, dont les structures linguistiques peut être souvent malmenées par l'introduction d'un lexique inapproprié à cette langue, c'est le cas du jargon dit globish, ou ce qui est pire encore, par l'attribution au mot anglais des significations qui bouleversent leur sémantisme normal. D'ailleurs, ce qui est fort paradoxal, c'est que ce monolinguisme scientifique est imposé malgré le Brexit. Alors, je voudrais dire aussi que certes l'anglais est une langue qui se prête, comme le français et tant d'autres, à la communication scientifique, voire à la créativité scientifique. Mais je voudrais dire aussi que cette emprise de l'anglais n'est pas due au fait que cette langue soit plus pertinente à manifester la pensée scientifique. En effet, l'anglais n'est pas une langue aussi précise qu'on le prétend. Puisque nous sommes en France, je voudrais signaler que depuis des siècles, le français était et est une langue qui est tout à fait pertinente pour l'expression scientifique. Le philosophe et scientifique Leibniz répondait en français à l'hypothèse formulée par Locke sur la conception de l'entraînement humain. De nos jours, le biologiste russe Prigogine, que vous connaissez tous, prix Nobel, écrit en français ses essais épistémologiques. Rappelons-nous que les théories qui sont encore en vigueur de Henri Poincaré, les découvertes en physiologie réalisées en Espagne par Ramón y Cajal, en Argentine par Bernardo Hussein, prix Nobel de médecine, ou en Russie par le célèbre Pavlov, de même que les nouveaux horizons
proposé par les Allemands Heisenberg en physique, par les principes d'incertitude, et par Weizsäcker en astrophysique, par la découverte de la chaîne de réaction nucléaire à l'intérieur des étoiles, ont été formulés respectivement en français, en espagnol, en russe et en allemand. Bien entendu, les exemples sont multiples. En parlant d'exemples, je vous donnerai quelques exemples qui montrent que l'apport des autres langues peut contribuer plus efficacement à exprimer de nouveaux concepts scientifiques que certains mots anglais en usage. Les locutions et les lexiques que je vais vous exposer sont tout à fait adéquats pour exprimer des concepts épistémologiques fondamentaux qui concernent la psychophysiologie, la physique quantique, l'astrophysique, voire la créativité scientifique. Les recherches réalisées par le neurophysiologiste français Michel Jouvet sur les processus oniriques ont démontré que le sommeil profond et le rêve sont des manifestations tout à fait différentes du système nerveux. Pour arriver au rêve, il faut passer par plusieurs étapes ou phases qui sont détectées par des polygraphes. Ces polygraphes sont constitués par l'électrocéphalogramme, vous les connaissez bien pour le cerveau, oculogramme pour l'activité des visions des yeux, par les myogrammes, les muscles, et l'électrocardiogramme. Ainsi, Jouvet et son équipe ont pu vérifier qu'il existe un moment où le cerveau quitte, pour ainsi dire, son repos pour manifester une vive agitation que certains neurophysiologistes, comme Pierre Magnin, qualifient de tempête cérébrale. Ce stade indique le commencement du rêve. Et on constate aussi, au moment où se produisent ces phénomènes, certains physiologistes parlent de tempête cérébrale, et c'est le début du rêve, on constate aussi par l'oculogramme que nos yeux bougent beaucoup, beaucoup plus vite parfois qu'à l'état de veille. Ce symptôme est appelé en anglais REM, Rapid Eye Movement. Mais le processus qui déclenche le rêve est dit en français sommeil paradoxal. Car, loin de se trouver dans le calme, le cerveau développe une activité qui peut être bien plus intense que celle que normalement cet organe exerce à l'état d'éveil. Même les aires cérébrales, dont les fonctions révèlent du langage, de la réflexion et de la vision analytique, sont activées. Certes, la personne dort, mais en dormant pendant le rêve, un scientifique peut trouver l'explication d'un phénomène complexe qu'à l'état d'éveil, il n'arrivait pas à trouver. C'est le cas d'Auguste Kekulé, qui a trouvé la quadrivalence chimique des carbones en rêvant. Tout cela montre qu'il peut y avoir une prise de conscience pendant le rêve. Or, si nous comparons sémantiquement l'appellation anglaise Rapid Eye Movement avec la française sommeil paradoxal, nous pouvons constater que Rapid Eye Movement se limite à signaler l'un des symptômes du processus onirique. Tandis que sommeil paradoxal exprime la complexité neurophysiologique du rêve paradoxal. Par conséquent, la locution française, il me semble bien plus appropriée pour désigner la singularité du phénomène onirique. À plus forte raison, si on les compare avec les autres langues romanes, car en espagnol, sueño paradojal, en italien, sono paradossico, et voire en allemand, Paradoxschlaft, excusez ma prononciation en allemand. Toutes ces locutions expriment la signification sommeil paradoxal. Il me semble d'ailleurs, c'est une opinion tout à fait personnelle,
discutable par conséquent, que peut-être l'anglais gagnerait plus de précision que si au lieu de dire rapid eye movement pour désigner les processus oniriques, on employait paradoxical slate. Passons à la physique quantique. Je ne vais pas vous ennuyer avec ce que c'est la physique quantique, car ça bouleverse tout notre monde de ce que nous concevons comme réalité. Mais je vous dirai des choses qui sont compréhensibles, tout à fait compréhensibles. Et il y a un mot anglais qui est dans tous les colloques scientifiques en astrophysique, vous le trouverez, voire dans les communications, c'est le mot spin, S-P-I-N. Spin qui désigne, d'une manière sommaire, dans l'anglais normal, dans l'anglais scientifique, le moment angulaire d'une particule sous-atomique comme l'électron. L'électron, c'est les particules qui font partie de l'atome, mais, comme vous savez, est beaucoup plus petite que le neutron. Alors, un spin, je ne vais pas vous traduire un spin qui signifie en anglais, vous les connaissez tous. Et bon, c'est en tant que nom, vous savez bien que c'est le tournement, la rotation, et en tant que verbe, ça implique énormément de choses. En tant que verbe, filer une étoile, lancer une balle, jouer pile ou face, etc. Certes, on peut appliquer ce mot à ce objet macroscopique, ce que nous voyons à l'œil nu, si vous voulez. C'est-à-dire ceux qui sont perçus dans la réalité visible et qui tournent autour de leur axe ou bien tournent autour d'un autre objet. Mais est-ce que le mot spin peut vraiment désigner les spécificités de la particularité quantique d'une particule sous-atomique? Pour comprendre une précision sémantique de ce mot, pour appliquer à ces phénomènes spécifiques de la physique quantique, voyons de plus près que ce qu'on entend lorsqu'on dit qu'une particule tourne. Ce qui signifie quand une particule tourne, l'électron tourne, par exemple. Nous venons de dire qu'un objet peut tourner au niveau macroscopique autour de soi-même ou autour d'un autre objet. C'est-à-dire, ce que nous allons vérifier, ce sont des mouvements. Mais au début de la physique nucléaire, on croyait que l'électron avait les mêmes propriétés que les objets macroscopiques, c'est-à-dire qu'il pouvait tourner autour de lui-même ou autour d'un autre objet, une autre particule. En 1924, Wolfgang Pauli a démontré que la rotation attribuée à l'électron n'a aucun rapport avec la rotation d'un objet macroscopique. Aucun rapport. Il est probable que les malentendus sémantiques de spin soient dus à l'emploi courant en physique d'une autre locution anglaise, angular moment, pour désigner les moments cinétiques. Cinétiques, c'est-à-dire de mouvement. Et c'est ça le problème, parce que si on traduit le moment angulaire ne fait que mesurer, c'est une mesure des problèmes des transformations physiques qui suivent l'électron, mais ne désigne pas ni la cause, ni le phénomène proprement dit. Donc, il y a déjà deux expressions anglaises qui se prêtent à confusion. C'est pour cette raison que, mieux que dire moment angulaire, il vaut mieux dire moment cinétique, qui correspond à un mouvement. Pour comprendre encore mieux un objet visible, macroscopique, de la réalité, vous savez bien, si j'ai une balle de tennis, vous la faites tourner et la faire revenir à son point de départ, je dois tourner 360 degrés. C'est logique. Mais les particules subatomiques, pour les faire revenir, soi-disant, à son état initial, il faut les faire tourner 720 degrés, le double. Donc, le spin se limite à désigner l'effet, mais pas la cause ni
les structures spécifiques du phénomène quantique. Tandis qu'en français, tournure. Vous savez mieux que moi que tournure implique certes le moment tour, mais implique aussi l'évolution de l'événement. Et dans ce sens-là d'évolution d'événements, est bien plus approprié pour désigner les différents états physiques qui acquièrent la particule subatomique lorsqu'il se met, soi-disant, à tourner, qu'en fait, ce n'est pas un fait de tourner, ce sont plusieurs états, car les particules subatomiques peuvent fonctionner comme matière ou comme énergie. C'est pour cela qu'il y a les principes d'incertitude. Et en italien, parce qu'on peut dire, en français nous avons tournure, en italien existe un mot qui peut donner aussi, révéler aussi ces états différents de la particule subatomique. Je vous suggère, c'est une idée, et je pense au mot piega. Certes, le mot piega, dans son premier sens, est tout à fait concret, désigne un pli. Le mot piega en italien. Mais de la même manière qu'en français, le mot tournure peut impliquer l'évolution de l'événement ou d'une affaire, piega peut aussi avoir la même signification. Je peux dire en français, l'affaire prend une bonne tournure, et en italien, je peux dire, gli affari hanno preso una buona piega. C'est exactement la même chose. Je vais finir tout de suite, oui. On dit que les scientifiques sont brefs, mais vous voyez que c'est tout le contraire. J'aurais voulu parler de la créativité, parce qu'il y a beaucoup de mots anglais qui possèdent du latin. La creativity, bien, comme créativité possède du latin. Et je voudrais tout simplement finir en disant que le fait d'imposer l'anglais comme une seule langue pour la culture scientifique, soit pour la création scientifique, soit pour la communication scientifique ou publication scientifique, restreint l'ouverture d'horizons de connaissances. D'où le plurilinguisme se révèle nécessaire pour le progrès scientifique. Je vous remercie.